Alors pour le moment, donc on a réussi à étendre l'intégrale sur un second type d'intervalle, c'est-à-dire qu'on savait faire le premier type d'intervalle qui était en fait les segments, c'est-à-dire AB, et à partir de AB, on a réussi à étendre à un intervalle de la forme A plus l'infini. Donc en fait, on sait qu'il y a 9 types de segments, et donc il y a d'autres généralisations qui vont devoir se faire. Alors il faut bien comprendre que l'idée c'est de passer à la limite sur une borne ouverte, et c'est ça la difficulté. Et on ne peut pas simultanément, si on a une borne ouverte à gauche et une borne ouverte à droite, on ne peut pas simultanément un peu tendre à droite et un peu tendre à gauche avec des variables. Ça, on ne peut pas le faire. Par contre, il y a quelque chose qui est la règle de Schall, les relations de Schall qui permettent finalement de dire s'il y a un problème à droite et s'il y a un problème à gauche, donc si par exemple on est de la forme 0 plus l'infini, les règles de Schall vont nous dire, on va simplement découper comme étant 0, 1, avec ici aucun problème en 1 parce que la borne est fermée. Par contre, il y a un problème en 0, donc on introduit une variable, on fait tendre vers 0. Et aucun problème en 1 de l'autre côté, plus l'infini. Et ici, on fait tendre une borne vers plus l'infini à la place. Et ici, on ferait un epsilon qui, lui, tend vers 0. Donc en fait, on va découper et traiter à part, problème par problème, autrement dit borne ouverte par borne ouverte seule. Donc c'est vraiment ça la généralisation de l'intégrale, et là c'est presque le cas le plus compliqué on va dire. Et donc on a une démonstration, une définition formelle de qu'est-ce que ça veut dire que l'intégrale entre a et b de f converge avec a et b. Alors justement a c'est la borne inf de l'intervalle, mais c'est soit un réel, soit moins l'infini, et soit il est dedans, dans l'intervalle, soit il est hors de l'intervalle. Donc ça peut très bien être une valeur finie, 0, mais par contre qui n'est pas dedans. Et donc la fonction en principe n'est pas continue en 0, donc un problème de définition de l'intégrale. Et pareil pour b, b c'est la borne sub, donc ça peut être soit un réel, soit plus infini, mais il n'est pas forcément dedans, il peut être dedans, mais ce serait le cas simple. S'il n'est pas dedans, qu'est-ce qui se passe? Donc comment on fait? Donc si on a ce problème, et on va insérer un point, donc il faut vraiment que par contre le point intermédiaire soit dans l'intervalle, et le fait que l'intégrale de a à b converge, il faut que les intégrales de a à c et l'intégrale de c à b convergent, c'est-à-dire que si ça converge ici et sur l'autre bout ça diverge, forcément que l'intégrale va diverger, et si les deux bouts divergent, l'intégrale complète diverge, etc. Donc il faut que vraiment les deux convergent, et après, qu'est-ce que ça veut dire que une de ces deux intégrales-là converge? Le point C est dedans, donc il n'y a aucun problème. C'est le point A qui n'est pas forcément dedans, donc on introduit une variable et on fait tendre vers A. Pareil pour B, c'est-à-dire B n'est pas forcément dedans, donc on introduit une variable et on fait tendre vers B. Et dans le cas où les deux limites ici existent et sont finies, alors on va pouvoir dire que l'intégrale entre A et B existe et vaut la somme de ces deux limites-là, qu'on calcule a priori séparément. Et s'il y a une de ces propriétés-là qui est fausse, c'est-à-dire il y en a une des deux qui tend vers plus l'infini, ou etc., alors on dit que l'intégrale diverge sur l'intervalle. Donc on a déjà vu l'exemple de l'intégrale de Riemann au voisinage de plus l'infini. Ici, donc, on va pouvoir considérer l'intégrale de Riemann, mais au voisinage de 0. Alors pourquoi au voisinage de 0? Parce que justement, la fonction qui a t associe 1 sur t puissance alpha, elle est continue sur 0 plus l'infini. Autrement dit, si on veut avoir la convergence de cette intégrale-là, il faut la considérer au voisinage de 0, mais aussi au voisinage de plus l'infini. On isole les problèmes, on ne considère pas simultanément les deux problèmes, c'est-à-dire il faut étudier 0, 1, union 1 plus l'infini, et on sait déjà le critère sur un voisinage de plus l'infini, donc 1 plus l'infini, il faut que le alpha soit strictement plus grand que 1. Donc maintenant on va essayer de voir quel est le critère au voisinage de 0, donc au voisinage de 0 par exemple on fait l'intégrale de 0 à 1, donc celle-là elle converge si et seulement si, et on va voir quel est le critère. Alors pour faire ça, il n'y a aucun problème en 1, parce qu'en 1 la fonction est continue, le problème c'est en 0. Donc on introduit une borne qu'on va faire tendre vers 0. Alors ici typiquement on va prendre un epsilon strictement positif qu'on fait tendre vers 0. Donc ça nous fait l'intégrale de epsilon à 1 de dt sur t alpha. Bien sûr on peut la considérer parce que la fonction elle est continue sur epsilon compris 1 dedans. Donc il n'y a pas de problème, c'est l'intégrale sur un segment. Donc on peut considérer. La primitive c'est la même que précédemment, c'est-à-dire c'est t
moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1 entre y et 1. Alors bien sûr, ça c'est dans le cas où alpha est différent de 1, et sinon ça vaut ln de t entre y et 1. Donc dans ce cas-là, ça nous fait log de 1, donc 0, moins log de epsilon, autrement dit ça fait moins log de epsilon, et je peux finir lorsque epsilon tend vers 0 plus, ça tend vers plus l'infini, autrement dit là on est dans un cas où l'intégrale diverge, et ici ce que j'obtiens, ça nous fait, donc ça fait 1 sur 1 moins alpha, et ensuite ça nous fait moins epsilon à la puissance 1 moins alpha divisé par 1 moins alpha. Et justement, ici la question c'est quand est-ce qu'on a une limite finie. Donc ici on a une limite qui vaut 1 sur 1 moins alpha si la partie epsilon la tend vers 0. Alors à quelles conditions? Lorsque epsilon tend vers 0, alors ici plus n'est pas utile, tend vers 0, alors ça tend bien vers 0. Il faut qu'au contraire ici la puissance soit positive, donc ça c'est si 1 moins alpha est positif. Ici j'ai forcément supposé un alpha différent de 1, parce que le cas alpha égale 1 il est ici, donc c'est forcément strict. Et si inversement 1 moins alpha est une puissance négative, ça fait quelque chose du type 1 sur 0, autrement dit ça tend vers l'infini, et en fait quand on regarde le signe ça fera forcément plus l'infini si 1 moins alpha est strictement négatif. Donc en fait là on est finalement dans le cas converge, et ici on est dans le cas où l'intégrale diverge, et ici l'intégrale diverge. Donc le cas de convergence, c'est désormais, il faut que 1 soit plus grand que alpha, autrement dit, il faut que alpha soit plus grand que 1. Donc on obtient cette intégrale de référence. Et il faut faire attention que donc le critère en 0 est l'opposé en quelque sorte du critère en plus l'infini, c'est-à-dire qu'ici, pour que l'intégrale converge, il faut qu'au contraire la puissance soit petite, alors qu'en plus l'infini, il fallait que la puissance soit grande, sachant que le cas alpha égale 1, le cas alpha égale 1 est forcément divergent, qu'on soit en 0 et en plus l'infini, donc c'est pas exactement l'un et la négation de l'autre ou des choses comme ça. Alpha égale 1 est toujours divergent, c'est-à-dire dt sur t, ça se primitive en log, en 0 et en plus l'infini, ça diverge, et le cas de l'intégrale de Riemann en plus l'infini, c'est alpha doit être plus grand que 1, et en 0, c'est alpha doit être plus petit que 1. Donc c'est des résultats qui finalement se complètent, cette intégrale de Riemann. Et maintenant, donc on va prolonger les résultats et on va essayer de voir comment on fait pour une fonction quelconque pour savoir est-ce qu'elle converge ou pas. Alors donc la propriété de convergence, on va voir qu'elle est fondamentale. Et elle est fondamentale parce que justement, il va falloir vérifier systématiquement est-ce que les objets qu'on manipule existent avant de faire quoi que ce soit sur eux. Et notamment, les propriétés, toutes celles qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire la linéarité, la relation de Chasles, la positivité, la croissance, les changements de variables et l'intégration par partie, en fait, il n'y a aucun problème, ces résultats sont nécessairement vrais. Il suffit de passer à la limite sur des segments, donc on a le résultat sur le segment, on passe à la limite, et donc on obtient le résultat sur un intervalle quelconque. Bien sûr, on passe à la limite si la limite existe, autrement dit, si les intégrales convergent, alors nécessairement les formules restent vraies en passant à la limite, et donc on obtient ici le résultat qui est de dire si on arrive à démontrer que les expressions qu'on écrit ont un sens, alors toutes les formules qu'on peut imaginer où on a juste étendu les notations, elles restent également vraies. Donc sous réserve de convergence des intégrales, tous les résultats sont vrais, sans problème, il faut juste passer à la limite. Alors en fait on a un résultat qui est lui est mieux que vrai quand il passe à la limite, c'est il admet une extension plus forte, c'est-à-dire qu'il va en plus démontrer la convergence. Donc vous voyez qu'ici la conclusion de la proposition c'est alors il y a convergence. Le résultat qui est une extension plus forte, donc c'est l'inégalité triangulaire, c'est si l'intégrale des valeurs absolues converge, alors l'intégrale de la fonction converge elle-même. Et pourquoi ce résultat va être très important, et on donne même un nom de ce fait à ce genre de comportement. Donc on dit si l'intégrale converge absolument, pour dire l'intégrale des valeurs absolues converge,
alors l'intégrale converge, c'est parce que en fait, la valeur absolue de la fonction, c'est une fonction à valeur positive. Et donc on va pouvoir utiliser le résultat qui était précédemment. L'intégrale d'une fonction à valeur positive converge si et seulement si sa primitive est majorée. Et donc on va voir comment ça s'adapte. On va pouvoir avoir des théorèmes de comparaison dans le cas des fonctions à valeur positive. Donc typiquement l'intégrale de la valeur absolue. Et un petit commentaire supplémentaire avec ça, c'est que ici je dis valeur absolue, mais en fait si les fonctions sont à valeur complexe, le résultat reste vrai. C'est-à-dire on a l'intégrale du module, si l'intégrale du module converge, alors forcément que l'intégrale de la fonction à valeur complexe, elle aussi, converge. Donc on va démontrer cette proposition 3.2 qui finalement dit si on est absolument convergent, souvent qu'on abrège ACV, alors forcément que l'intégrale converge, et donc ça c'est un critère important pour la suite, si on est absolument convergent, alors l'intégrale converge. Donc par étape, en fait ça correspond à la construction de l'intégrale, c'est donc d'abord les fonctions en escalier, ici je ne vais pas traiter, ensuite c'est les fonctions continues à valeur dans R+, ensuite c'est les fonctions continues à valeur dans R, et ensuite c'est censé être vrai pour les fonctions continues à valeur dans C. Donc on a ces étapes-là. Alors on va déjà démontrer le résultat bien sûr sur la première classe de fonctions, c'est-à-dire est-ce qu'il est vrai sur les fonctions à valeur positive. Donc oui, en fait il va être même trivial, même si ici on a le fait que l'intervalle de départ est I. Pourquoi il est trivial? Parce que continue sur I, on a finalement la valeur absolue de f plus égale à f plus, et le résultat dit si l'intégrale de la valeur absolue de f plus sur I converge, alors l'intégrale de f plus converge. Et donc c'est une tautologie parce que j'ai écrit deux fois la même chose ici, parce que la valeur absolue de f plus égale f plus. Donc ça c'est trivial, mais c'est quand même la première étape. Autrement dit, c'est vrai sur les fonctions à valeur positive. Ensuite, je fais sur les fonctions à valeur réelle quelconque. Alors on sait déjà la décomposition, donc je l'écris, c'est-à-dire que f, je le décompose comme étant la partie positive moins la partie négative. C'est donc une fonction quelconque qui va de i dans R, qui est continue sur i, avec en fait f plus, f moins, les parties positives et négatives. Autrement dit, c'est quand même des fonctions toutes les deux à valeur positive. Donc c'est, l'un vous savez, c'est le max entre 0 et f, et l'autre c'est le max entre 0 et moins f, et on obtient des fonctions à valeur positive qui permettent de décomposer n'importe quelle fonction à valeur réelle. Et ce qu'on va dire, c'est que ici, il faut réussir à démontrer donc que on suppose que l'intégrale de valeur absolue de f converge. Il faut réussir donc à démontrer que l'intégrale de f plus moins f moins converge aussi. Alors comment on fait ici? On va juste dire que comme f plus et f moins sont à valeur positive, on peut utiliser le critère précédent, c'est-à-dire on a f plus qui est simplement la partie positive. Alors, en fait, ce qui va être assez évident, c'est que f plus est plus petit que f plus plus f moins, mais ça vaut la valeur absolue de f. Donc, en fait, si on fait l'intégrale entre une borne x1 en bas et une borne x2 en haut de f plus de t dt, ça va être par croissance inférieur ou égal à l'intégrale de x1 à x2 de f, ce qui est inférieur ou égal à l'intégrale sur le domaine tout entier de f. Et ça, c'est un majorant qui ne dépend plus ni de x1 ni de x2. Autrement dit, ça veut dire que l'intégrale de f plus est majorée, mais c'est une fonction à valeur positive. Donc d'après la proposition précédente, alors l'intégrale de f plus converge. Voilà, de même, on sait que f moins, c'est plus petit que f plus f moins qui égale la valeur absolue de f. Donc, même argument vous dit que l'intégrale de f moins, finalement, est plus petite que l'intégrale
sur le domaine qui est plus petit qu'un majorant. F- c'est une fonction à valeur positive qui a une primitive bornée, donc c'est-à-dire que son intégrale converge d'après la proposition précédente. Et après, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que l'intégrale de f plus converge, l'intégrale de f moins converge. Donc en fait, f qui est égal à f plus moins f moins, bah, il faut donc en considérer l'intégrale. Alors si je détaille un peu plus, là, mon x1, x2, ça fait l'intégrale de x1 ac de f, qui vaut finalement l'intégrale de x1 ac de f plus, moins l'intégrale de x1 ac de f moins. Et ici, je peux passer à la limite lorsque x1 tend vers 1. Et ça converge, bien sûr, parce que j'ai dit que les deux ici convergeaient. Donc ça, c'est comme limite d'une différence. Autrement dit, c'est par opération sur les limites. Et bien sûr, la différence de deux nombres finis est encore un nombre fini. Donc ici, ça admet une limite finie. Et de la même manière, si je fixe une borne dans l'intervalle C et qu'en haut, j'ai une borne mobile qui ensuite va tendre vers la borne haute, bah, j'obtiens exactement le même raisonnement, c'est-à-dire que par combinaison linéaire, étant donné que l'intégrale de f plus converge et l'intégrale de f moins converge, alors la combinaison linéaire converge également. On peut dire que c'est la linéarité de l'intégrale qui va s'appliquer ici, mais on a même la convergence qui est donnée de ce fait par opération. Voilà, donc finalement, l'intégrale de f, elle converge sur AC, elle converge sur CB, donc elle converge forcément sur AB. On a compris que mon AB, c'était ma notation pour l'intervalle I. Donc l'intégrale de f converge. Donc là, c'était l'étape où f était une fonction à valeur réelle. Je décompose la partie plus, la partie moins. C'est des fonctions à valeur positive, donc je vais pouvoir dire, c'est bon, elles convergent toutes les deux par comparaison. Et j'obtiens donc que la combinaison linéaire converge encore, pour récapituler l'idée. Maintenant, il me reste à traiter comment on fait pour une fonction à valeur complexe. On sait comment se constitue la construction, c'est-à-dire si je prends h, une fonction à valeur complexe, en fait, je décompose tout de suite h comme étant partie réelle de h plus i fois partie imaginaire de h. Ça, c'est une fonction qui va de i dans c continu sur i, avec, finalement, les deux fonctions qui sont partie réelle et partie imaginaire de h, qui sont des fonctions qui vont de i, l dans r, qui sont pareil, continues sur i. Et on sait qu'on définit bien sûr l'intégrale de h comme étant l'intégrale de la partie réelle plus i fois l'intégrale de la partie réelle. Donc ce qu'on va dire, c'est que il suffit de démontrer que les intégrales des parties réelles et les intégrales des parties imaginaires existent pour que ça marche. Donc j'ai écrit quand même les suppositions. On suppose que l'intégrale de la valeur absolue de h converge. Quand j'ai dit valeur absolue, mais c'est l'intégrale du module converge. On a que la partie réelle de h, ça c'est un petit résultat sur les complexes, la partie réelle est forcément plus petite que le module. Donc, on sait que l'intégrale de x1 à x2 de la partie réelle de h va être plus petit que l'intégrale de x1 à x2 de h, qui est plus petit que l'intégrale sur tout le domaine de h, mais ça c'est une valeur finie. Donc finalement, l'intégrale de la partie réelle, de la valeur absolue de la partie réelle est positive, donc est majorée. Donc d'après la propriété, on sait que l'intégrale de la partie réelle de h converge. Autrement dit, ça veut dire que l'intégrale, elle converge ici en valeur absolue, parce que c'est un réel. Donc, d'après le cas précédent, si on converge absolument à valeur réelle, alors on converge tout court. Donc l'intégrale de la partie réelle converge. De la même manière, la partie imaginaire forcément plus petite que le module. Donc on va en déduire que l'intégrale
avec des fonctions à valeur positive ici, et l'intégrale de h, elle converge, on va en valeur absolue, donc l'intégrale de la valeur absolue de la partie imaginaire converge. Donc, d'après le cas réel, l'intégrale de la partie imaginaire converge. Ça c'est car c'est valeur réelle. Voilà, donc on s'est ramené au cas précédent. Et après, ce qu'on va dire, c'est que l'intégrale de la partie réelle converge, l'intégrale de la partie imaginaire converge. Donc en fait, la combinaison linéaire des deux converge. Bien sûr, même si c'est une combinaison linéaire, maintenant à valeur complexe, bah ça finalement, ça vaut l'intégrale de h. Bah ça, on sait que ça converge, mais c'est la même chose que ça. Autrement dit, ça converge. Donc on a bien réussi à démontrer que si l'intégrale du module converge, hein, alors l'intégrale tout court converge. C'est qu'une implication, c'est-à-dire on n'a pas nécessairement la réciproque, bien sûr. Alors ça va nous conduire assez naturellement au théorème de comparaison.